parce que c'est ma spécialité professionnelle, mais aussi parce que je suis maman d'une petite fille de 5 ans qui est née grâce à un don d'ovocytes et grâce à la clinique de Zlin, donc aux cigognes. Merci. Voilà, donc s'apprêter à devenir parent grâce à un don de gamètes, c'est se plonger dans la question de ce que nous transmettons à nos enfants et comment. De ce qui est inné et acquis, de ce qui est génétique ou non, de ce que l'on perd et de ce que l'on gagne avec un don de gamètes. De renoncer à sa filiation biologique et c'est se poser, entre autres, la question de la ressemblance. Cela suppose aussi d'avoir interrogé son désir d'enfant et de dépasser la blessure de l'infertilité pour ne pas la faire peser sur nos enfants. D'avoir accepté la parcelle d'énigme qui vient de l'autre femme dans son enfant. Avoir un enfant naturellement, c'est déjà étrange, mais grâce à une donneuse, c'est encore plus étrange. Vous avez tous entendu parler de l'ADN, cette molécule géante présente dans toutes nos cellules qui représente notre matériel génétique, le support de l'hérédité. C'est comme un grand répertoire d'informations qui se transmet. Le génome humain est diploïde, il est fragmenté en 46 chromosomes, c'est-à-dire qu'il comporte de lots haploïdes de 23 chromosomes qui proviennent l'un du père et l'autre de la mère génétique. Là, ça aurait été bien que j'ai des photos d'ADN. Mais... Sur ces 23 paires, on retrouve donc 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels qu'on appelle aussi gonosomes qui varient selon le sexe, vous le savez sûrement tous, XX pour les filles, XY pour les garçons. Donc l'ADN, c'est comme une encyclopédie immense dans laquelle on retrouve à peu près 22 000 gènes qui ont chacun de très nombreuses possibilités qu'on appelle aussi allèles. Et on sait maintenant le cartographier, c'est-à-dire repérer où se trouve précisément quel gène et pour quel caractère phénotypique il code. Les parties non codantes de notre, les parties codantes de notre ADN, qu'on appelle aussi l'exome, je ne sais pas si vous avez une idée du pourcentage que ça représente. C'est moins de 2%. C'est 1,6% de notre ADN qui code pour des gènes. Alors vous me direz à quoi servent les 98% restants? Eh bien ces parties non codantes qui sont très majoritaires, elles servent qu'à réguler l'expression de ces gènes et donc c'est elles qui sont responsables de la complexité de la biologie des organismes supérieurs. Ces parties régulatrices, elles sont elles-mêmes influencées par l'environnement. C'est là où je vous parle de la puissance de l'épigénétique. L'épigénétique, ça veut dire au-dessus de la génétique. C'est un domaine qui est en plein essor. Et l'épigénétique étudie l'impact de l'environnement sur l'expression des gènes. C'est-à-dire que les gènes peuvent être éteints, activés ou modulés. Et si cette action s'opère sur le génome de gamètes, les modifications seront héritables, c'est-à-dire qu'on va les transmettre aux descendants. Si elles s'opèrent sur le génome de cellules somatiques dans le corps, elles seront transmises à toutes les nouvelles cellules de l'organisme. Alors concrètement, où je veux en venir ? Des traces de notre mode de vie, de nos excès, de nos traumatismes vont se retrouver dans les spermatozoïdes et dans les ovocytes. Un même embryon qui va être placé dans votre utérus ou dans le mien ne donnera pas naissance au même enfant. L'organisme de la femme en gestation va influencer l'expression des gènes de son bébé. La mère façonne donc l'enfant qu'elle porte. Son organisme le fait sien et le bébé en est marqué à vie. Ça, c'est pour l'aspect génétique. Mais même si le don d'ovocytes ou le double don est une chance de devenir mère en faisant l'expérience de la grossesse, l'accepter passe par une réorganisation psychique. Il faut penser à une nouvelle façon de faire famille en renonçant à l'idée que l'on en avait parfois depuis l'enfance. Ce nouveau scénario inclut une des tiers donneurs de gamètes à qui il va falloir laisser leur juste place. C'est-à-dire qu'il donne une cellule reproductrice, qui donne une possibilité d'enfanter, mais le donneur ou la donneuse n'est pas le parent. Il est le géniteur ou la génitrice, même si en génétique, on parle souvent du père et de la mère biologique. Pour être le parent, il faut un autre gamète, et il faut surtout avoir le désir d'enfant. Un vrai enfant, qui nous donne notre légitimité de vrais parents. Parents d'intention, parents gestationnels, parents affectifs, parents sociaux. J'insiste parce que beaucoup de parents d'enfants nés par don s'inquiètent d'entendre à l'adolescence « Mais t'es pas ma mère, toi ?» Mais qui t'a voulu?
Qui c'est qui s'est levé la nuit pour te changer les couches, pour te nourrir, pour soigner ta grippe? Cette éruption du tiers donneur, elle amène plein de questions, malgré de belles précautions. Les donneurs et donneuses, on l'a vu avec mes confrères, sont sélectionnés de façon très stricte, médicalement, psychologiquement, et attribués aux receveuses selon des critères morphologiques, phénotypiques, pour faciliter l'affiliation. L'affiliation, c'est comment on intègre un enfant dans sa lignée, dans sa famille, lorsque l'on parvient à reconnaître un peu de soi, en lui ou en elle, que ce soit physiquement ou dans le caractère, ça aide. Mais ça n'empêche pas toujours de se poser des questions concernant la place du donneur et de la donneuse. Alors je vous en livre quelques-unes pêle-mêle que j'entends au cabinet. Alors si mon conjoint fait un enfant avec les gamètes d'une autre, c'est un adultère? Et si cette personne, c'est un peu comme un rival en fait, parce que c'est un homme ou une femme qui est complet, parce qu'il est fertile, est-ce qu'il ne pourrait pas réclamer l'enfant? Est-ce que je ne suis pas en train de lui voler son enfant? Est-ce que mon conjoint m'aimera toujours? Est-ce que j'aimerais cet enfant? Et vice-versa. Et si mon enfant rencontrait un partenaire issu du même donneur ou de la même donneuse? C'est un fantasme aussi, qui est fréquemment énoncé. Autre question qui se pose souvent, c'est la question de l'anonymat. Est-ce qu'on le souhaite ou non? Comment on va expliquer à l'enfant sa conception? Est-ce qu'il acceptera qu'une donnée soit manquante si on a choisi des donneurs anonymes? À qui le dire autour de soi? Quand? Comment? Qui sont les donneurs et les donneuses? Quelles sont leurs motivations? Est-ce qu'on se sent en dette vis-à-vis d'eux? Et si oui, comment vais-je m'acquitter de cette dette? Quel sera mon contre-don? Ça fait beaucoup de questions. Donc il est indispensable de prendre le temps de s'informer, de lire, d'en parler au sein du couple, de trouver des soutiens extérieurs bienveillants, amicaux, familiaux, associatifs, professionnels, pour mûrir tranquillement ces questions, pour pouvoir inscrire son enfant dans sa lignée. Foncer tête baissée, c'est se retrouver avec une bombe à retardement, dans une situation de souffrance, de rejet non assumé, voire de demande d'IVG. Malheureusement, ça arrive. Parce que le don reste un palliatif. Il répare partiellement notre blessure d'infertile. Soyons-en conscients. Il nous réinterroge sur ce que c'est d'être père ou mère. Et j'aime citer Khalil Gibran qui nous dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel à la vie elle-même. » Voilà, j'ai volontairement rédigé un topo assez bref pour laisser plutôt place à la discussion entre nous et aux questions.